Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le marathon budgétaire se poursuit au Sénat et le sport pourrait bien être le parent pauvre de ce projet de loi de finances. Les crédits sont en baisse et l'inquiétude est palpable dans le sport amateur comme professionnel alors que la France accueille les JO en 2024. Reportage et débat à suivre. Seconde délibération et seconde chance pour Gérald Darmanin de se réconcilier avec les sénateurs. Un deuxième vote devrait intervenir en séance ce soir sur la fiscalisation des indemnités des élus, après une polémique qui a entraîné 48 heures de bras de fer entre le Sénat et l'exécutif. On en parle dans un instant. Les remerciements de Stéphane Bern au Sénat. Hier, la Haute Assemblée a sanctuarisé les recettes du loto du patrimoine. L'animateur télé s'était ému de voir que cet argent ne serait qu'en partie mobilisé pour la restauration de bâtiments en péril. Décryptage dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner cet après-midi. On retrouve Tam Tranui et Alexandre Poussard au Sénat et puis Jérôme Rabier en direct de Matignon. Le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, le gouvernement poursuit son long travail de déminage de la crise sociale, symbolisée par la mobilisation des Gilets jaunes. Une délégation sera reçue demain à Matignon. Aujourd'hui, ce sont les corps intermédiaires qui ont ouvert le bal des consultations pour préparer la grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Les explications de Maïla Mendy. 2 jours de consultation pour peut-être trouver une issue au mouvement des Gilets jaunes. À Matignon, les contours de la future grande concertation locale se sont dessinés dès ce matin. Édouard Philippe, accompagné de quelques ministres, a reçu une partie des membres du Conseil national de la transition énergétique, chargé de donner son avis sur les projets de loi liés à l'environnement et à l'énergie, des représentants du patronat, des parlementaires ou encore des ONG. Les élus locaux ont été les premiers reçus. Le message est clair, pas de bonne concertation sans une main tendue du gouvernement vers les Gilets jaunes. Nous avons précisé également au Premier ministre la nécessité au minimum d'avoir une forme de moratoire sur toute taxe supplémentaire sur l'essence au 1er janvier pour un climat, pour une concertation apaisée. Il nous semble nécessaire effectivement que cet élément puisse être pris en considération. Le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé qu'il recevrait également les porte-paroles des Gilets jaunes ce vendredi. Pour les organisations patronales directement impactées par les actions des Gilets jaunes, il y a en tout cas urgence. Il y a une très forte crainte sur l'impact économique que peut représenter le mouvement des Gilets jaunes. Je vous rappelle qu'on s'approche des fêtes de Noël et que pour certains commerçants, c'est un moment absolument crucial. Donc il faut vraiment que ces entreprises puissent travailler et fonctionner normalement. Reste à définir la forme exacte de cette future concertation. Seule certitude, elle durera 3 mois et se déroulera dans chaque département. L'objectif est qu'elle soit terminée avant les élections européennes. Et on va tout de suite retrouver sur place Jérôme Rabier en direct de Matignon. Tout à l'heure, Jérôme, ce sera au tour des sénateurs d'être reçus par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors pas de changement de cap, mais un changement de méthode. Alors Édouard Philippe veut montrer qu'il est à l'écoute. Depuis ce matin, il consulte les élus locaux, mais aussi les organisations patronales ou encore en ce moment même les représentants de la société civile. Objectif de ces entretiens, organiser la grande concertation dans les territoires, promise par Emmanuel Macron. Mais le risque pour le gouvernement, c'est aussi que les interlocuteurs du jour réclament eux aussi des gestes, comme l'ont fait les élus locaux ce matin, dont certains ont notamment réclamé un moratoire sur la taxe sur les carburants. Dans 1 heure, ce sera au tour des parlementaires qui eux aussi pourraient demander un geste au Premier ministre. Le Premier ministre, lui, Édouard Philippe, il se contente d'écouter, pas de prise de parole avant la fin des consultations demain et notamment un rendez-vous à 14 h ici à Matignon demain avec une délégation des Gilets jaunes. La seule incertitude, c'est qui sera là pour représenter les Gilets jaunes puisqu'il y a une contestation de la légitimité des porte-paroles désignés par le mouvement. Dans tous les cas, les Gilets jaunes, ils ont maintenu leur appel à se mobiliser samedi et notamment à Paris. Édouard Philippe espère en tout cas qu'en enclenchant ce dialogue, cela permettra sur le long terme de
calmer ces mécontentements. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions et on vous retrouvera tout au long de cette édition. On retourne à présent à la salle des conférences où nous attend Tam Tranui avec Joël Bigot, sénateur socialiste de Maine-et-Loire. Il fait partie justement des parlementaires qui vont être reçus dans quelques instants par Édouard Philippe. Effectivement, dans 1 heure, Joël Bigot, vous serez à Matignon. Quel message voulez-vous adresser au Premier ministre ? Écoutez, devant l'inquiétude qui se fait jour à l'heure actuelle dans le pays et le mouvement des Gilets jaunes, je vais dire au Premier ministre qu'il faut qu'il écoute les Français. Certes, il est dans une situation difficile, il faut concilier à la fois le court terme et le long terme, mais jusqu'ici, les propositions du gouvernement ont été un peu hors sol, et donc il va falloir qu'ils prennent en compte un certain nombre de revendications de la part de ceux qui manifestent leur inquiétude et leur angoisse sur le pays à l'heure actuelle. On sent à la fois une grande inquiétude sociale et une fracture territoriale. C'est ce qui s'exprime essentiellement dans ce mouvement. Donc il faudra que Édouard Philippe, que le gouvernement en tienne compte et le prenne en compte dans les jours qui viennent, faute de quoi le mouvement risque de durer encore un certain temps. Cette semaine, vous avez également été reçu par le président de la République, Emmanuel Macron. Comment avez-vous senti le président de la République ? Vous êtes sorti plutôt déçu de cet entretien, comme d'autres d'ailleurs. Tout à fait, je confirme. C'était un petit peu surréaliste par moment, puisque si le président garde la trajectoire sur le long terme, et on a bien compris, mais sur le court terme, il ne nous semble pas qu'il ait beaucoup avancé. Il a parlé à la France, mais assez peu aux Français. Et ça, c'est une inquiétude qui se fait jour aujourd'hui de plus en plus. Les inégalités sociales sont très prégnantes, très présentes. On sent que des gens se sentent oubliés et il faut qu'ils répondent à cette difficulté majeure. Alors, il y a un changement de méthode, au moins avec cette concertation pour 3 mois qui est ouverte. Est-ce que pour vous, ça arrive suffisamment tôt ? Beaucoup jugent que c'est trop tard. Pointe du doigt notamment le fait que le gouvernement avait aussi escamoté les corps intermédiaires et que maintenant il se retrouve dans une situation de confrontation frontale. Écoutez, la meilleure preuve en est qu'il convoque le Conseil national de la transition écologique, un organe qui existait depuis 2013, dont on n'avait pas encore eu la possibilité d'utiliser les ressources. C'est à ce titre-là que je vais rencontrer le Premier ministre tout à l'heure. Donc j'estime qu'on a perdu beaucoup de temps. Il est temps maintenant de prendre en compte cette dimension sociale et écologique. Comment comprenez-vous finalement, vous, aujourd'hui, les revendications des Gilets jaunes ? Vous l'avez dit, ça excède très largement la question de la hausse des taxes sur les carburants. Et d'ailleurs, hier, dans l'hémicycle, il y a eu tout un débat autour des Gilets jaunes, mais sur l'ISF, l'impôt sur la fortune et sa réforme. Oui, tout à fait. Nous avons fait, dans le cadre du projet de loi de finances, un certain nombre de propositions très concrètes concernant la fiscalité, notamment rétablir la TIPP flottante, le chèque euro à 60 euros, le chèque énergie à 600 euros. Nous avons mis en avant qu'un certain nombre de mesures fiscales qui avaient été prises par ce gouvernement ne permettaient pas de financer la politique qu'il voulait mener. C'est la raison pour laquelle il avait recours à ces taxes qui étaient vécues injustement par les classes moyennes et par ceux qui ont besoin d'utiliser, par exemple, leur voiture ou d'autres carburants pour se chauffer. Et donc, on a essayé de faire des propositions. On les a faites et elles ont toutes été balayées d'un revers de main. Et mardi, donc c'était le lendemain du premier jour de l'examen du PLF, mardi, le président de la République a esquissé le retour de la TICPE flottante alors que le ministre l'avait rejeté la veille. Alors il faut qu'on mette un peu de méthode et de coordination. Merci beaucoup Joël Bigot d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, je vous remercie. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. On en vient maintenant à l'examen du budget, mais surtout le budget de la sécurité sociale qui a de nouveau été rejeté en nouvelle lecture ce matin par les sénateurs. C'était sur proposition d'ailleurs de la Commission des affaires sociales. Les sénateurs ont voté une question préalable qui a entraîné de fait le rejet de la totalité du texte, Alexandre Poussard. Et oui, Delphine, et les sénateurs ont d'abord été étonnés par un aspect comptable de ce budget de la sécurité sociale, car en première lecture, les comptes de la sécurité sociale étaient en excédent de 400 millions d'euros. Et d'ailleurs, le gouvernement communiquait beaucoup sur la fin du trou de la Sécu. Mais à l'issue de la navette parlementaire, il y a bien un déficit de 200 millions d'euros dans ce budget. Alors, il s'explique par une rallonge accordée par le gouvernement à l'assurance chômage pour compenser la suppression des contributions chômage des salariés. Mais dans tous les cas, il ne pouvait pas y avoir d'accord entre le gouvernement et le Sénat, puisque les sénateurs sont vent debout contre le gel des aides sociales décidées par le gouvernement. Et parmi ces aides sociales, les APL, les allocations familiales ou encore les pensions de retraite. Écoutez le sénateur socialiste Yves Daudigny.
Nous le disons et le redisons, cette mesure est incompréhensible, elle est inacceptable. En miroir, oui, en miroir de la suppression de l'impôt sur la fortune, dans le contexte de mouvements de gronde, de révolte sociale sur le thème du pouvoir d'achat, alors que les inégalités continuent de se creuser dans le monde et ne se réduisent pas dans notre pays, cette mesure porte l'appauvrissement des personnes âgées et des familles. Elle contient des germes de rupture durable de notre cohésion sociale et de menaces pour notre démocratie. Et les sénateurs avaient donc en première lecture revalorisé ces aides sociales en les indexant sur le taux d'inflation d'1,6% qui est prévu pour l'an prochain. Et pour financer cette revalorisation, ils avaient augmenté les taxes de plus d'1 milliard d'euros sur les mutuelles, une hausse de taxes que le gouvernement ne pouvait pas accepter car les mutuelles vont déjà financer une partie de la réforme du reste à charge zéro sur les frais optiques, dentaires et auditifs. Et beaucoup se demandent si au final ce ne sont pas les assurés qui vont payer la facture. Merci à vous, Alexandre. On vous retrouve tout au long de cette édition. Et autre réaction, celle du sénateur LR René-Paul Savary. Il répond aux questions de Tam Tranui. Oui, René-Paul Savary, tout à l'heure, le Sénat a rejeté en deuxième lecture le budget de la sécurité sociale pour 2019. Il y avait des différends irréconciliables avec le gouvernement, notamment sur l'âge légal de départ à la retraite ou encore la taxation des complémentaires. Oui, tout à fait. Je crois que sur les grands sujets, il y avait des différences fondamentales, on peut le comprendre, mais un certain nombre d'amendements qui étaient des amendements très pratiques dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines qui concernent véritablement le financement de la sécurité sociale, ces amendements auraient pu être repris. Ils n'ont pas été repris. Ils ont même été volontairement supprimés puisque nous les avions incorporés au texte. En conséquence, la deuxième lecture ne s'imposait pas. À la fois des différents politiques et techniques. Donc sur les différents politiques, on peut comprendre que c'est des philosophies véritablement différentes parce que nous ne souhaitions pas appauvrir les retraités ou appauvrir les bénéficiaires d'allocations familiales telles que ça nous est proposé dans ce PLFSS. D'autre part, nous avions dénoncé un équilibre très précaire. Preuve en est, c'est qu'on ne le retrouve pas en deuxième lecture. Et oui, effectivement, c'est ce que vous avez découvert aussi, c'est que finalement, cet équilibre sur lequel il a été fait beaucoup de communication de la part du gouvernement, n'est pas réel. Finalement, il y a un déficit léger tout de même, de 200 millions d'euros. Un déficit léger, mais quand nous avons en première lecture examiné ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il était en excédent avec des cris importants, une présentation en disant « Regardez, la première année où ce budget est en excédent ». On voit bien que tout cela est un système de vase communicant entre le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Système de passe-passe, vous diriez Non, c'est un système de vase communicant où on ne compense pas forcément et on reprend d'une main ce qu'on donne de l'autre, mais c'est pratique, nous commençons à être habitués. Mais ça traduit quelque chose de plus grave, c'est une remise en cause du financement du modèle social qui était basé sur des cotisations sociales et qui maintenant est financé différemment par des impôts. Et en conséquence, on voit bien que prime le financement, donc un ministère important, Bercy, sur le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Donc ça, c'est préoccupant pour l'avenir. Oui, d'ailleurs, vous aviez parlé de bercisation du budget de la sécurité sociale. Bruno Retailleau avait dénoncé un modèle à l'anglo-saxonne pour la sécurité sociale française désormais. Tout à fait, c'est un modèle complètement différent par rapport à celui que l'on connaît. Il mérite bien sûr d'être modernisé, d'évoluer avec les préoccupations de nos concitoyens, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses en ce moment, mais il ne mérite pas d'être vu que sur l'angle financier. Sinon, ce sera au détriment des prestations qui sont fournies. Un mot sur l'une des raisons qui explique finalement le déficit de la sécurité sociale. Le Sénat a notamment pointé du doigt la nouvelle répartition de la CSG qui va moins aller à la sécurité sociale et plus à l'UNEDIC. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout à fait. Tout à fait. Là aussi, on voit bien que le financement de l'assurance chômage est complètement modifié, puisqu'il y a un financement qui n'avait pas été assuré à la première lecture, on l'a dénoncé, et effectivement qui est assuré dans la deuxième lecture. Comme quoi les présentations qui nous sont faites ne sont pas tout à fait sincères, puisqu'elles sont modifiées d'une semaine à l'autre. Ou alors ça traduit une certaine impréparation du budget, ce qui est grave aussi. Bien, merci beaucoup René-Paul Savary pour cette réaction. Merci à vous, Tam. Alors voilà pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. On le disait, rejeté une nouvelle fois par les sénateurs ce matin. On s'intéresse à présent au projet de loi de finances. L'examen du budget se poursuit dans l'hémicycle. Alors où en est-on des débats, Alexandre Poussard ?
Écoutez Delphine, les sénateurs ont discuté de plusieurs taux de TVA réduits pour certains produits et notamment pour les couches pour nourrissons et pour les couches permettant de lutter contre l'incontinence des personnes âgées. Alors un amendement a proposé d'appliquer une TVA à 5,5% sur ces couches. C'est un enjeu de société. Écoutez la sénatrice RDSE Françoise Laborde. Les produits pour incontinence urinaire, par exemple, sont un produit de première nécessité qui, pour moi, mérite l'application du taux de TVA à 5,5 au lieu de 20%. Il faut quand même savoir que dans les maisons de retraite, l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires. Donc c'est quand même assez énorme. Et pour mémoire, parce qu'il y a quand même des choses positives dans ma mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées, par principe d'égalité. Alors dans ce débat, la commission des finances du Sénat était contre cette baisse de la TVA pour ces couches, car au final, peut-être que c'est le consommateur qui va payer cette baisse de taxes. Et le rapporteur général du budget a d'ailleurs demandé une étude d'impact sur la TVA réduite pour les tampons et les serviettes hygiéniques qui avait été votée en 2016. Mais malgré ces avertissements, les sénateurs ont voté en faveur d'une TVA réduite pour ces couches qui sont très utiles à la fois pour les plus jeunes et pour les plus anciens. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions et on ouvre à présent notre dossier consacré au budget du sport. Il a reçu un avis défavorable en commission. À l'unanimité, les sénateurs de tous bords ont rejeté les crédits de la mission sport, jeunesse et vie associative. Il faut dire qu'ils sont en forte baisse, ce qui inquiète à la fois, vous allez le voir, les clubs amateurs mais aussi les sportifs professionnels dans l'optique notamment des JO de 2024. C'est un reportage d'Héloïse Grégoire. Et je... Allez Timothée, allez, on pousse, on pousse. Encore. Poussez, stop. Pour l'instant, le club olympique multisport de Bagneux peut accueillir tout le monde, mais ce n'est qu'une question de temps. Baisse en permanence du budget, suppression des contrats aidés. Le président du club de Bagneux est très inquiet pour l'avenir du sport français. Je ne sais pas si dans la tête des législateurs ou du pouvoir, il y a cette volonté de vouloir tuer les sports. En tout cas, les actes et les lois qu'ils votent aujourd'hui amènent fatalement à la mort du sport pour tous. La baisse du budget, c'est aussi l'exaspération des bénévoles. Au club olympique de Bagneux, ils sont plus de 300 pour 4200 adhérents. Leur présence est essentielle, ils accompagnent et encadrent les joueurs, notamment les plus petits. Seulement, ils sont de moins en moins et sans eux, un lien social serait rompu. On a des gamins qui sont en échec scolaire et qui, quand ils viennent ici, c'est leur défouloir et ça leur permet d'évacuer. Donc nous, on a une grosse action sociale. Et c'est vrai que si les budgets à l'avenir viennent à diminuer, est-ce qu'on mettra autant d'implication dans cette action sociale? Ça, l'avenir nous le dira en fait. Il n'y a pas que le sport dit amateur qui est touché, il y a aussi celui du haut niveau. Solène a 19 ans et enchaîne les titres prestigieux en taekwondo. Je suis actuellement 5 mois championne de France, championne d'Europe des clubs 2018. Elle n'a qu'une idée en tête, remporter une médaille aux Jeux Olympiques de 2024. La France souhaite atteindre l'objectif de 80 médailles. Mais sans argent, le chiffre est contradictoire pour l'entraîneur de Solène. Tous les jours, on cherche à avoir des prises sur le transport, on cherche à avoir des prises surtout sur le matériel, parce que le matériel vaut très cher aussi. Pour ces élites, il faut qu'on aille en déplacement sur des compétitions nationales, internationales. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a aucune aide derrière pour pouvoir continuer à pouvoir partir. Former la future génération de sportifs sans l'aide publique, pour le club olympique de Bagneux, l'équation semble insoluble. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Evelyne Siriégi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente du CROSS, c'est le comité régional olympique et sportif d'Île-de-France. Vous êtes ancienne professeure notamment de natation pour la filière STAPS à l'université Cergy-Pontoise. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Françoise Laborde, bonsoir. Vous êtes sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Merci d'être avec nous. Jean-François Lamour, bonsoir. Ancien ministre des Sports. Vous êtes maintenant le conseiller spécial en charge des JO auprès de Valérie Pécresse et la présidente de la région Île-de-France. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et puis Claude Kern est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes sénateur centriste du Bas-Rhin. Première question pour vous, messieurs les parlementaires, mesdames les parlementaires, puisqu'on a vu ce rejet à l'unanimité en commission. Françoise Laborde, c'est un véritable signal que les sénateurs souhaitent adresser au gouvernement sur cette mission sport ?
Tout à fait, parce que je crois que cette unanimité négative, on n'a pas de quoi être fier, on est plutôt triste même, mais c'est que les orientations de 2018, donc c'était un budget qui était déjà en baisse, qui a été rattrapé, c'est là où peut-être financièrement, à la marge, il y a des budgets où on croit que c'est pour 2019, mais en fait c'est pour finir l'année 2018, et donc on se rend compte que cette année 2019 démarre mal, avec quand même deux grands objectifs, toujours le sport pour tous, et les JO. Donc ça paraît ne pas être en adéquation. Claude Kern, votre réaction ? Je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire ma collègue Françoise Laborde. Effectivement, si on regarde ce budget de près, Madame la ministre a beau nous expliquer que c'est un budget équilibré, identique à celui de l'année passée, c'est faux. Il y a une baisse de 8,1% sur la partie sport proprement dite. C'est vrai que la mission globale avec la partie jeunesse est légèrement en hausse, mais pour le sport, il y a une diminution de 8,1%. Et surtout, si on regarde de près la ligne développement du sport pour tous, elle est en baisse de 44,9%. C'est énorme. Et si on veut demain avoir des sportifs d'excellence, parce que sportifs de haut niveau, on en a, mais il faut aussi des sportifs d'excellence si on veut gagner des médailles, on le sait tous qu'il faut qu'ils passent à un moment donné par les petits clubs, et actuellement on est en train de tuer les petits clubs. Vous partagez cet avis, Evelyne Siriégi, puisqu'on a entendu notamment dans ce reportage beaucoup de termes négatifs, on veut tuer le sport, nous dit-on. Alors c'est vrai, moi je viens de voir le reportage, c'est vrai que nous au niveau du comité olympique de la région, on est effectivement très attentif à ce qui va se décider, et à l'heure d'aujourd'hui on comprend malgré tout qu'il y a un effort de fait de la part de l'État pour justement soutenir la haute performance, parce que justement on veut avoir des médailles qui se transforment en or, de bronze qui se transforme en or, et voir plus de médaillés. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore en attente, évidemment, des votes qui vont être faits. Mais a priori, on est quand même sur une mouvance positive, puisqu'on nous annonce de la part de la ministre des Sports qu'il y a une proposition de 55 millions d'euros qui serait en budget supplémentaire, et donc qui permettrait d'avoir une vision différente de celle qu'on a vécue en 2018. Oui. Quel regard portez-vous sur ces arbitrages budgétaires, Jean-François Lamour ? Je laisserai mes deux collègues qui sont aux affaires par les chiffres pour ce budget 2019, mais là il y a une incohérence entre les 55 millions annoncés et les 15 pauvres millions que j'ai vu mettre Mme Maracineanu sur la table quand elle est arrivée. Elle s'est battue, mais malheureusement elle est arrivée peut-être un peu tard pour les arbitrages. On a plein de sujets aujourd'hui qui inquiètent beaucoup le mouvement sportif. Cette baisse du budget, il y a quand même une incohérence entre l'annonce faite par le président de la République en septembre 2017 d'accueillir les Jeux. C'était fantastique, tout le monde était content. On attendait même d'ailleurs ce jour-là un certain nombre d'annonces assez fortes. Et puis une pauvreté du budget. Vous aviez raison, deux baisses successives. On n'est pas simplement sur cet exercice. C'est deux exercices successifs qui annoncent quasiment une baisse de 15% du budget. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le mouvement sportif traditionnel, c'est-à-dire les clubs, sont face à une modification assez profonde des us et coutumes des pratiques sportives. En particulier aujourd'hui, on a un smartphone, on se paye un coach grâce aux réseaux sociaux qui échappe à tout principe d'organisation du sport comme ça existait après-guerre, c'est-à-dire le club, le bénévole, l'éducateur sportif payé ou non. Et là, on a un coach en circuit direct avec les pratiquants qui offre une prestation. Et ça pèse de plus en plus sur les finances du club, parce que là où un adulte en particulier avec un vrai pouvoir d'achat, venait dans un club pratiquer une discipline, et bien maintenant, il le fait en dehors de ce club, avec des structures qui sont totalement privées. Et ça, c'est je pense, là-dessus que le mouvement sportif devrait vraiment se pencher assez vite. Sinon, effectivement, il y a un risque de grandes difficultés pour celles et ceux qui passent beaucoup de temps et donnent beaucoup d'efforts, quelquefois même leur propre argent, je parle des bénévoles, des éducateurs bénévoles, à la disposition de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des jeunes en particulier, d'une jeunesse dont on sait qu'elle a besoin de ces apports en matière de valeurs
véhiculé par le C'est ce qu'on sport. voit justement dans ce reportage à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine. Françoise Laborde, le sport aussi comme vecteur social. On sait cette inquiétude des petits clubs, des clubs amateurs, de ces fédérations qui œuvrent auprès de la jeunesse. D'autant, et c'est une autre inquiétude des sénateurs, depuis la suppression de la réserve parlementaire, ils ont moins de moyens. C'est-à-dire que nous aidions beaucoup donc, ces petits clubs. Et c'est vrai, donc la suppression de la dotation parlementaire, le problème des contrats aidés, bien sûr, parce que pour avoir des éducateurs, il faut avoir des niveaux BE. Sur certains, et là-dessus je ne le remets pas en cause, mais les contrats aidés pouvaient quand même aider au quotidien ces clubs, l'encadrement des enfants, etc., leur donner l'esprit club. Alors on se fait du souci donc justement sur ce sport au quotidien, je dirais, et aussi sur les grands événements, parce que là on parle des Jeux Olympiques, mais il me semble qu'on va accueillir un mondial aussi, il me semble qu'on devrait avoir du sport féminin, parce que quand même il faut en parler, on en a au moment des Jeux Olympiques, mais c'est le... On en a aujourd'hui qui démarre. Voilà, aujourd'hui. Le handball féminin. Donc, bon voilà, c'est exactement ce que disait Claude, entre le lien entre les petits clubs, les jeunes qu'on encadre, mais on espère aussi qu'il en sortira des grands pour qu'ils réussissent aux Jeux Olympiques. Ouais. Claude Kern, on parlait de ces inquiétudes sur la réserve parlementaire. Il y a aussi beaucoup de flou en ce qui concerne les conseillers techniques sportifs, les CTS. Ils sont au nombre de 1600. Ce sont des fonctionnaires qui sont justement rattachés pour ces fédérations sportives. Quel sort leur est réservé et que peut faire le Sénat justement pour pérenniser ces emplois? Effectivement, on ne connaît pas aujourd'hui le sort qui leur est réservé, puisque on nous parle de transférer ces éducateurs aux régions, aux collectivités. Oui, le problème est comment les collectivités vont payer. Quel sera le statut de ces éducateurs demain? Aujourd'hui, pour moi, c'est une responsabilité de l'État. Il faut que ces statuts continuent à avoir ce titre de, entre guillemets, fonctionnaire. Ils sont fonctionnaires, même pas entre guillemets, mais on en a besoin. Comment veut-on détecter des jeunes? Comment veut-on former des futurs élites? Comment veut-on entretenir le sport pour tous, puisque le sport pour tous, c'est aussi une question non pas seulement sociale, mais c'est aussi une question de santé. Et je crois que si on ne fait rien, si on va effectivement dans le sens tel qu'il est annoncé, on risque d'avoir de gros problèmes, ne serait-ce qu'au niveau du lien social. Nos clubs, localement, représentent un facteur social très important. Donc il faut continuer de soutenir, il faut changer cette politique, et l'interrogation est sur la gouvernance future du sport. Evelyne Siriégi, comment on se prépare alors pour accueillir justement ces événements? On parlait du mondial de rugby, mais il y aura aussi les JO en 2024. Il y a aussi les JO, mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi j'entends les sénateurs qui parlent à ce débat, et moi je suis un petit peu interpellée par rapport à la mise en place du mouvement sportif qui a l'air de se construire d'une autre façon. Je crois qu'on a un modèle qui existe depuis 1960 qui va être complètement abandonné. Je crois qu'il va falloir qu'on repense complètement. Le fait d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 nous permet justement de repenser autrement. Et je crois qu'avec la création d'une agence qui va se créer le 1er mars 2019, ça va nous permettre d'avoir une répartition des fonds qui va être différente. Et puis, il faut quand même savoir que l'État va abonder à 90 ou 95% de cette agence avec 30% simplement de représentation, puisque on sait que cette agence va se constituer avec 30% de l'État, 30% des collectivités territoriales, 30% du mouvement sportif et 10% du monde économique. Je crois qu'il y a quand même une vraie évolution de la part de la prise en compte du mouvement sportif, avec les fédérations qui, évidemment, elles vont dépendre directement du ministère. Et nous, au niveau territorial, on va avoir un projet qui va être donné par la fédération, si vous voulez, qui va être ensuite redescendu au niveau des ligues, des comités départementaux et des clubs. Ce qui n'était pas forcément le cas, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des subventions d'État, on était en commission territoriale, où c'était l'État et la collectivité territoriale et le mouvement sportif de la région qui déterminaient les orientations qui étaient appropriées à leur région. Alors que là, ça va être un vrai projet fédéral, et je trouve qu'il y aura plus de sens entre la lignée entre le club jusqu'à la fédération, et ce sera beaucoup plus directement vertical. Jean-François Lamour, sur cette nouvelle agence du sport, je rappelle, c'est une nouvelle entité, ça va... Franchement, pour le moment, il faudrait que le gouvernement fasse œuvre de pédagogie. Personne n'y comprend rien. Je suis désolé, mais en dehors du comité olympique, Evelyne, même les fédérations sportives
quand on les questionne, ne comprennent pas. D'ailleurs, elles ont écrit en ce sens. Alors, elle doit englober la pratique de haut niveau, mais aussi la pratique du sport pour tous. Personne n'y C'est comprend l'objectif pas grand-chose. affiché. Et franchement, je pense que la ministre, qui connaît bien son sujet, contrairement à ce qui se passait précédemment, elle connaît son sujet. Et elle devrait vraiment très très vite réunir celles et ceux qui auront apporté cette réforme, puisque semble-t-il le gouvernement veut la porter à son terme, pour qu'on comprenne mieux comment on va faire. Mais revenons sur les cas techniques, et je suis désolé, mais il ne faut pas mélanger les carottes et les navets. Quand on parle de ce que l'État va apporter dans l'agence, on parle de moyens d'intervention, de fonctionnement. Là, on parle des cas techniques, c'est autre chose. C'est du titre 2, ce sont des salaires payés par l'État. Ils n'ont rien à faire dans l'enveloppe qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement. J'ai cru comprendre qu'ils qui va donc les payer? Qui va les payer sont les collectivités. Très clairement aujourd'hui, et je me fais le porte-parole de la présidente de la région, il est hors de question que les régions supportent une charge supplémentaire, c'est-à-dire des salaires supplémentaires. On connaît aujourd'hui le rapport un peu tendu qui peut exister entre les collectivités, c'est-à-dire des communes, en passant par les départements jusqu'aux régions, c'est une charge supplémentaire. Aujourd'hui, la région Île-de-France n'est pas en capacité de supporter une charge supplémentaire. Qu'elle participe à sa manière au développement de la pratique sportive. Je rappelle juste que la région Île-de-France est le deuxième financeur après l'État des Jeux. 200 millions d'euros vont être investis dans l'organisation des Jeux. Donc, vous voyez, on n'est pas en arrière de la main. Simplement, on dit que sur cette évolution, en matière de portage de la pratique sportive et de son développement, les régions, enfin, je parle pour la région Île-de-France, parce que je suis le conseiller de Mme Pécresse, ne mettra pas 1 euro de plus. Donc là, il y a, encore une fois, à mieux comprendre ce que le gouvernement et la ministre, qu'on voit en arrière-plan, souhaitent faire au travers de ces agences. Au niveau, 80 médailles annoncées, il va falloir quand même les sortir, ces 80 médailles. Et ce n'est pas avec un budget rikiki qu'on va réussir, et le développement de la pratique sous toutes ses formes, y compris d'ailleurs à l'école, où là on demande vraiment de l'explication, de l'information et de la pédagogie. Je crois qu'un accompagnement sera nécessaire. Oui, mais là, on est loin du compte. Que peut faire le Sénat justement pour essayer d'améliorer cette situation financière? Écoutez, on a été lanceur d'alerte, j'ai envie de dire, puisque lors de la commission... D'abord, on a eu l'audition de la nouvelle ministre, parce qu'il faut quand même rappeler que le ministère a un petit peu souffert ces derniers temps. Donc, en général, je dirais qu'on laisse le bénéfice du doute aux nouvelles arrivées. Donc là, la nouvelle arrivée, bon, c'est vrai qu'il fallait quand même qu'on la bouscule un peu. Donc son audition a été très bien. Je veux dire qu'on sent de l'enthousiasme, des compétences. Mais bon, bien sûr, si on ne lui donne pas l'argent, voilà. Donc nous, après, en commission, nous avons décidé, donc pratiquement à l'unanimité, puisque je vous disais tout à l'heure, madame, même un sénateur En Marche a dit, nous allons voter contre. Ah oui. Ah oui. Tout à fait, d'accord. Oui. Et donc, c'est aussi un appel. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que par rapport à ce qui va se passer dimanche et aux réponses que la ministre pourra donner, il y aura peut-être une unanimité dimanche, puisque les crédits seront examinés dimanche en séance. Dimanche après-midi, voilà. Nous serons dans l'hémicycle dimanche après-midi avec d'autres et la ministre. Et je pense que ces réponses vont peut-être nous aider à avoir un peu plus confiance en elle. Mais quand je dis en elle, c'est pas elle vraiment, vous le comprenez bien. Alors, tout à l'heure, au maquillage, moi, j'étais peut-être un peu plus optimiste, Claude un peu moins, donc je vais te laisser la parole. Voilà. Alors, on sache ce qui s'est dit au maquillage, nous, puisqu'on n'y était pas en même temps. Oui. On refile le bébé. Voilà. Non, mais cette gouvernance, cette agence du sport, comme vient de l'exprimer Jean-François, c'est... Aujourd'hui, on est dans un flou complet. Voilà. À part la date qui a enfin été fixée, parce que longtemps on a attendu la date du mois de mars 2019, on ne sait pas. Et une répartition des sièges, mais on ne sait pas comment elle sera financée. On ne sait pas quels sont les objectifs réels. Est-ce qu'un ministère demain existera encore? C'est, à mon avis, plus. Si l'agence fonctionne bien, on n'aura plus besoin de ministère. Mais est-ce que les fédérations ont été consultées pour cette agence? On nous répond que oui. Par contre, les fédérations me répondent que non. Donc il y a aujourd'hui un gros flou. On ne sait pas où on va. Et s'il n'y a pas de ligne directrice, on va droit dans le mur. Et je pense que les 80 médailles se transformeront malheureusement en chocolat. Et on
On va essayer peut-être de finir par une note un peu plus positive. Evelyne Siriégi, et comment justement peut-on atteindre ces ambitions sportives affichées avec ces moyens tels qu'ils sont aujourd'hui? Écoutez, nous, on a plutôt le sentiment qu'on va aller dans le bon sens. C'est-à-dire que la ministre des Sports, c'est quand même quelqu'un qui vient du terrain. Il y a 2 mois, elle était présidente d'une association de natation avec des plus jeunes. Je crois que c'est quelqu'un qui parle quand même avec la connaissance de ce que c'est que les clubs. Donc moi, je crois qu'il faut quand même faire confiance et attendre l'année de transition qui va être 2019. Évidemment, on ne va pas partir le 1er mars, la faire au fusil, comme on dit, pour démarrer avec des incertitudes. Mais je crois qu'il faut qu'on soit effectivement accompagné, que les choses se positionnent, que les choses soient expliquées, parce qu'effectivement, moi j'entends aussi que certaines fédérations n'ont pas eu toutes les données, n'ont pas eu toutes les informations nécessaires, et de ce fait se posent des questions, comme le niveau territorial et local se demande. Il y a de la pédagogie à faire. Voilà, on a vu dans le film que les gens se posent des questions parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Donc on a bien compris que l'année 2019, ça allait être une année qui va être de transition et qui va nous permettre de mieux appréhender les éventuels changements qui vont certainement être modifiés parce que, encore une fois, les gens qui vont prendre la parole, que ce soit sur le terrain ou au plus haut niveau, on va pouvoir rediscuter. Mais moi, je pense vraiment qu'on est dans une dynamique positive pour aller vers un autre modèle, une autre gouvernance, avec une envie de changer cette existence d'un fonctionnement qui, depuis 1960, n'avait pas été modifié. Il me semble qu'en 1999, on avait essayé de faire ce changement, qui n'avait pas abouti d'ailleurs. Mais je crois que là, on en est vraiment à l'aboutissement d'un changement qui n'est pas complètement opérationnel, qui est vraiment en modification, effectivement, avec l'appui de ce que les sénateurs vont pouvoir donner, parce qu'effectivement, le sport, il y a un Français sur 2 qui fait du sport. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même un vecteur structuré, fédéré, qui est vraiment partagé par plein de personnes. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'on soit unis par rapport à ça, parce qu'encore une fois, le sport porté par le Comité national olympique et toutes ses déclinaisons, tous ces organes déconcentrés, permettent à l'ensemble de nos jeunes d'avoir des valeurs éducatives qui sont distribuées et données par les clubs. Donc, c'est pas effectivement, quand on va appuyer sur son smartphone et avoir un coach à la télévision, qu'on va apprendre les choses. Ça, moi, je suis archi contre. Évidemment, c'est dans un club qu'on apprend. Ça fait partie aussi peut-être de ces nouvelles pratiques. Claude Kern, ensuite Jean-François Lamour. Tout ça. Très succinctement, qu'on ne m'étrenne pas mes propos, c'était pas contre la ministre. La ministre, aujourd'hui, elle fait ce qu'elle peut, elle vient d'arriver, on lui fait confiance. C'est juste, qui a dû succéder rapidement. J'appuie juste sur une sonnette d'alarme, il faut agir très très vite. Jean-François Lamour, est-ce que la France sera au rendez-vous de ces JO 2024 ? J'allais conclure par ça. Moi, je n'étais pas du tout opposé à l'annonce de la ministre précédente sur les 80 médailles. Je trouvais que c'était ambitieux, peut-être très ambitieux, mais simplement, à périmètre constant, on ne les fera jamais. Voilà. Donc il faut vraiment se retrousser les manches, donner les moyens. Là, on ne les a pas. Il y a encore temps, oui. Je suis limite, parce que je pense qu'à chaque trimestre perdu, on perd une médaille. Et 80 médailles, ça veut dire doubler le score des précédentes Olympiades. C'est un effort colossal. Et effectivement, il faut avoir peut-être un travail peut-être plus en circuit court entre les fédérations, le mouvement sportif local, les entraîneurs et évidemment les athlètes qui sont au cœur du dispositif. On perd du temps, on perd énormément de temps. Et là, il est temps de réagir. Et simplement, je le redis, je pense que chacun autour de la table, on est à peu près d'accord. Si on ne nous explique pas ce qui est en train de se passer, vers quel objectif réellement on va, le seul objectif qu'on a compris aujourd'hui, c'est que l'État se désengage. Moi, je crains qu'il n'y ait plus de ministère à plein. Il y aura peut-être un ministère délégué, mais plus de ministère à plein. De toute façon, il n'a plus les forces vives. Voilà, donc, des questions pourquoi faire à poser à Roxana Maracineanu dimanche dans l'hémicycle. Exactement. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Public Sénat. On va continuer bien sûr à s'intéresser à l'examen du budget puisque c'est ce qui occupe les sénateurs en ce moment. Et hier soir, c'est la question de la suppression de l'ISF qui a dominé les débats. Les socialistes et les communistes ont tenté en vain de revenir sur cette mesure, mais la droite sénatoriale s'y est opposée. Quentin Calmy. C'est un des totems du début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Et hier, socialistes et communistes au Sénat ont tenté de s'y attaquer. Pendant les débats budgétaires, la gauche a donc fait front commun et proposé de rétablir l'impôt sur la fortune. De quoi marquer l'histoire, selon les communistes. Je ne saurais trop inviter nos collègues républicains à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l'histoire pour l'éternité. Suppression des taxes carburant, rétablissement de l'ISF, tout le monde vous applaudirait. Je vous invite à le voter. Mais la droite sénatoriale soutient la suppression de cet impôt. Il serait confiscatoire, d'après le rapporteur général du budget au Sénat. C'est un moment historique, mais l'histoire risque d'être brève. Bon,
Très sérieusement, le taux de cette imposition est totalement sans commune mesure avec le taux des rendements des aujourd'hui actifs. Donc ça devient un impôt qui oblige à consommer le capital et qui est donc anti-économique. Du côté des socialistes, on note que le rétablissement de l'ISF fait partie des revendications de certains gilets jaunes depuis 10 jours. Il y a donc là, pour le gouvernement, l'occasion de leur envoyer un signal. Si vous n'entendez pas cette demande de justice de nos concitoyens avec ce fameux mouvement des gilets jaunes, qui nous disent mais donnez-nous des symboles de votre compréhension de cette colère qui est la nôtre et de la souffrance sociale et économique que nous vivons, mes chers collègues, eh bien ce sera le peuple contre les élites. Et je ne sais pas jusqu'où ira ce mouvement. Sachons donner des signes d'apaisement. Une évocation des gilets jaunes qui a fait monter la pression d'un cran dans l'hémicycle. Faire le lien entre le fait qu'on ait pu supprimer l'ISF et la situation dans laquelle se trouvent les plus précaires est proprement inacceptable et scandaleux. Et je trouve ça invraisemblable. Finalement, ce rétablissement de l'ISF sera très largement rejeté par le Sénat, malgré cette offensive de la gauche qui avait fait bloc pour l'occasion. Voilà les sénateurs qui n'ont pas souhaité revenir sur la suppression de l'ISF, mais ils ont néanmoins assoupli l'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, Alexandre Poussard. Et oui Delphine, les sénateurs ont voté plusieurs exonérations sur cet impôt sur la fortune immobilière avec des intentions très diverses à chaque fois. Et tout d'abord pour protéger l'agriculture, car les sénateurs ont voté une exonération de 90% de cet impôt sur la fortune immobilière pour les propriétaires qui utilisent leurs terres dans une activité agricole pendant plus de 18 ans. Et cela doit notamment protéger la viticulture française des investisseurs spéculatifs étrangers. Écoutez la sénatrice de la Gironde, Nathalie Delattre. La viticulture, telle que nous l'avons connue, se meurt. En Gironde, seule une exploitation sur 2 est encore une exploitation familiale. Fonds de pension américains, assurance, la vigne est détournée comme produit spéculatif. Cette spéculation fait exploser de manière totalement irrationnelle le prix du foncier agricole. Je peux vous parler du Médoc, de Pomerol, de la Gironde. Mes collègues vous parleront de la Champagne ou de la Bourgogne. Le prix à l'hectare grimpe en flèche et on assiste dans le même temps à une concentration des exploitations. Cet impôt sur la fortune immobilière baisse en cas de hausse des prix, car selon les sénateurs de droite, une plus-value réalisée lors de la vente d'un bien immobilier peut être affectée fortement par une inflation sur une année précise, alors que ce bien est le fruit d'un investissement sur plusieurs années. Et puis il y a eu des assouplissements plus sociaux, par exemple une baisse de 75% de l'IFI pour les propriétaires qui louent leur bien immobilier à des loyers modérés pour des ménages modestes et qui passent un contrat avec l'Agence nationale de l'habitat. Cette mesure, elle a été votée par la droite et par la gauche. Écoutez le sénateur Les Républicains, Dominique Delège. Moi, je regarde en Bretagne beaucoup de propriétaires privés ont contracté avec l'ANA pour permettre à des habitants de se loger dans le domaine privé, mais avec des loyers modérés. Et par conséquent, si le gouvernement ne souhaite plus accompagner le logement social, au moins qu'il permette aux bailleurs privés de le faire. C'est le sens de cet amendement. Alors les sénateurs ont assoupli mais n'ont pas supprimé cet impôt sur la fortune immobilière comme ils l'avaient fait l'an dernier, car cette fois-ci ça aurait été un très mauvais signal envoyé en pleine période de fronde du mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup Alexandre et on continue les réactions avec vous Tam Tranui. Vous êtes avec le rapporteur général du budget, le sénateur LR Albéric de Montgolfier. Oui, Albéric de Montgolfier, d'abord dans l'actualité, Édouard Philippe reçoit demain les Gilets jaunes. Comment est-ce que vous jugez la réponse de l'exécutif aux Gilets jaunes? Est-ce que c'est la navigation à vue ou est-ce que c'est un dialogue ouvert bienvenu? En tous les cas, ce n'est pas une réponse précise et certainement pas celle qu'attendent ni les Gilets jaunes, ni plus généralement les Français, notamment sur cette question des taxes, ce qu'attendent simplement... la hausse des taxes ayant été supprimée par la droite sénatoriale, la majorité sénatoriale. Ce qu'attendent les Français, c'est une réponse claire, une réponse simple, une réponse lisible. Bon, il y a une seule chose qui est en fait attendue, si vous regardez tous les sondages, je crois que c'est 78%, 80%, ils attendent tout simplement ce qu'avait proposé le Sénat, c'est-à-dire un gel des taxes. Voilà. Et avant qu'on envisage des mécanismes complets de transition, d'accompagnement, je crois que la première chose qui est attendue, c'est une pause fiscale. Un moratoire. Après, un moratoire, oui. Et après, il y a déjà 60% de taxes sur les carburants. Ça a déjà augmenté l'année dernière, ça a déjà augmenté les années précédentes. Je crois que les Français en disent
d'abord stop, et puis ensuite on peut discuter. Et là, le gouvernement a l'air de dire on discute, puis après on verra éventuellement si on invente quelque chose pour éventuellement ralentir. Alors la mobilisation des Gilets jaunes, elle va aussi au-delà de cette question de la taxe sur les carburants. Elle porte sur le pouvoir d'achat, mais aussi par exemple sur l'ISF. Il y a eu des répercussions hier dans l'hémicycle avec ce débat qui a été ouvert. Même à droite, certains ont jugé que la hausse de la taxe sur les carburants, elle venait bien compenser la suppression de l'ISF. Qu'est-ce que vous pensez du débat qui s'ouvre sur ce sujet? La suppression de l'ISF, le remplacement par l'IFI, c'était déjà dans le budget l'année dernière. Cette année, il n'y a pas de disposition sur l'IFI. En revanche, ce qui est certain, c'est que le budget de l'État reste en déficit élevé et par ailleurs, le gouvernement refuse de faire les économies auxquelles on l'invite. Du coup, il a prévu une trajectoire de budget jusqu'en 2022 qui prévoit chaque année des hausses de taxes sur les carburants, sur le fioul domestique. En tout, c'est 46 milliards de hausses qui sont prévues. Donc c'est évidemment insupportable. Et comme le cours était un peu élevé, là, évidemment, les gens prennent conscience et se révoltent. Mais au-delà, les gilets jaunes, ça montre simplement un sentiment d'abandon de certain nombre de territoires, un sentiment d'incompréhension, où on a l'impression que le pouvoir, finalement, n'écoute pas et reste un petit peu droit sur sa ligne, alors que les Français ont besoin simplement d'écoute. Et la première chose, d'un signal important, d'un message important. Le message, je pense, c'est stop aux hausses de taxes, restons-en là. Un mot sur une autre mesure qui a été adoptée hier par le Sénat sur le loto du patrimoine. Le Sénat a décidé de rediriger l'argent des taxes vers la fondation de Stéphane Bern. Ça ne va pas rester dans le texte. Le gouvernement y était opposé hier soir. Oui, attendez, on verra après. Il était opposé hier soir. Vous savez qu'entre ce qui est dit aujourd'hui au Sénat et aussi à l'Assemblée, il faudra que le gouvernement explique pourquoi. Tout simplement, lorsque vous jouez au loto du patrimoine, son nom l'indique, c'est pour aller au patrimoine. Il est normal que le premier retour, ce soit les joueurs. Quand vous jouez, c'est pour espérer aussi gagner. Donc ça, c'est normal. Il y a la rémunération de l'opérateur, de la Française des Jeux, ça c'est normal. Vous avez espoir d'avoir gain de cause et que le gouvernement Moi, j'ai bon espoir parce que globalement, oui, c'est quand même la vocation du patrimoine, c'est d'aider le patrimoine. C'est pas de faire des taxes, c'est pas de faire de la TVA, c'est pas de faire des recettes supplémentaires de l'État. On a amené au loto du patrimoine un certain nombre de personnes qui n'avaient pas l'habitude de jouer et qui ont accepté de payer quelques euros, quelques dizaines d'euros pour apporter une contribution à l'entretien de notre plus petit patrimoine, celui qui est le plus menacé. Ce serait quand même un peu normal que ça reste dans cette vocation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'État qui prélève des taxes. Pour conclure, une dernière question. Albéric de Montgolfier, il y a eu tout un débat la semaine dernière sur le fait que Gérald Darmanin, qui était absent de l'hémicycle, qui était intervenu dans un débat sur la fiscalité, le régime fiscal des élus locaux par un tweet jugé provocateur. Vous l'attendez ce soir pour la deuxième délibération? Il est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu depuis ces débats pour débattre du PLF jusqu'ici. Ce qui est important, c'est que le gouvernement soit représenté. Et ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement écoute un peu le Sénat. Que ce soit tel ou tel ministre, le sujet n'est pas là. Le sujet essentiel, c'est qu'on ait un ministre qui soit en capacité de pas seulement dire défavorable, mais d'entendre un peu le Sénat. Débat. Je pense si on avait écouté l'année dernière le Sénat, notamment qui avait annoncé malheureusement ce qui va se passer, c'était un mouvement de révolte et qui avait dit attention, si on augmente encore les taxes, et ça on l'avait dit il y a un an, exactement il y a un an, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup Albéric de Montgolfier d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam. Alors que l'animateur Stéphane Bern, et vous venez d'en parler, s'était ému que les recettes fiscales tirées de son loto du patrimoine iraient à l'État, le Sénat a adopté hier un amendement exonérant le jeu de ces taxes. Alors avant d'en parler avec mon invité, les explications de Flora Sauvage. Le coup de gueule de Stéphane Bern a fini par payer. Menaçant de jeter l'éponge fin octobre, l'animateur télé chargé du loto du patrimoine avait obtenu du ministre des Comptes publics 21 millions d'euros supplémentaires pour la restauration des monuments en péril. Sur 200 millions d'euros de recettes, seulement 20 millions sont affectés à la Fondation du patrimoine. Et l'État prélève au passage 14 millions d'euros de taxes. Mercredi soir, lors de l'examen du projet de loi de finances, les sénateurs ont voté à l'unanimité pour maintenir l'engagement du gouvernement dans la durée. Nous voulions pérenniser ce dispositif, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas simplement d'un accord, nous on voulait que ce soit inscrit dans la loi. Et donc nous avons proposé, le rapporteur général et moi-même, un amendement de nature à exonérer de toute fiscalité l'opérateur du loto du patrimoine qui est la Française des Jeux. L'amendement de la Commission des finances prévoit d'exonérer les jeux dédiés au patrimoine soumis à la CSG, la CRDS, la CNDS et la TVA. Le gouvernement a opposé un avis défavorable. Vous proposez aujourd'hui de mettre en place un loto spécifique et donc des règles fiscales, en tout cas d'absence de fiscalité spécifique au loto du patrimoine. C'est un débat que nous devons avoir de manière plus large aux yeux du gouvernement. La loi Pacte sera l'occasion de revenir sur la question des lotos en général. Pour les sénateurs,
Cet amendement garantit aux joueurs du loto du patrimoine l'affectation de leur mise aux monuments en péril. Mais pour être définitive, cette mesure doit être adoptée dans les mêmes termes par les députés. Et Didier Rickner, rédacteur en chef du site latribunedelart.com, est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Didier Rickner. On a vu Stéphane Bern saluer ce vote du Sénat. Quel regard portez-vous justement sur ces débats? Alors, il y a eu une promesse du président de la République de donner 21 millions d'euros en plus pour compenser ces taxes qui n'étaient pas affectées au patrimoine. Alors premièrement, c'est normal que le loto du patrimoine rapporte entièrement au patrimoine. Je ne pense pas que les joueurs qui ont joué voulaient donner à l'État. En revanche, tout cela, finalement, on le voit, ce n'est que ponctuel. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que le Sénat veut mettre ça dans la loi, mais il faudra aller plus loin. Et s'il y a une loi qui vient sur le loto patrimoine, il y a une solution qui serait beaucoup plus que 20 millions et qui serait indolore. C'est tout simplement qu'on a vu que la CNDS, donc c'est un établissement public qui donne au sport 1,6% de tous les lotos. Donc les joueurs du patrimoine, en fait, ils donnaient aussi pour le sport, mais tout le temps. En Angleterre, il y a un loto qui donne au patrimoine et au sport. Pourquoi est-ce qu'on n'envisagerait pas que tous les tirages du loto, 1,6% des mises, soient affectés aussi au patrimoine? Et ça pourrait être comment? Simplement en diminuant très légèrement la part des joueurs. Je crois que c'est 53,5% qui retournent aux joueurs. Eh bien, on diminue 53,5%, on enlève 1,6%, ce qui serait indolore finalement pour tout le monde, même pour les joueurs. Le joueur qui gagne 100 millions d'euros et qui gagne 1,6% en moins, ce ne sera pas énorme. Donc voilà, ça serait une solution. Et là, ça rapporterait 200 millions d'euros par an. Ouais, mais c'est pas évident parce que ça fait écho au précédent débat. On voit aussi que les crédits du sport sont en baisse et qu'il y a des arbitrages budgétaires délicats pour le gouvernement. Il n'est pas question de supprimer les 1,6%, je ne demande pas ça parce que je sais bien que les sportifs ne seraient pas d'accord et que ça serait très difficile à faire passer. Mais simplement que ces 1,6% qu'on conserve sur les jeux du loto, ils soient également donnés en plus pour le patrimoine et c'est faisable, très faisable et c'est pas cher. Vous évoquiez cette promesse d'Emmanuel Macron. C'est encore une promesse non tenue, justement, sur cette question de restauration du patrimoine. Je ne suis pas sûr que le président de la République ait jamais promis de restaurer le patrimoine. En tout cas, il est clair qu'en dehors de ce coup de pouce de 21 millions d'euros plus du loto patrimoine, donc si on arrive, on aura au total 41 millions d'euros, c'est bien, mais c'est très insuffisant. On sait que l'argent donné tous les ans au patrimoine, il faut savoir que ce n'est pas 330 millions comme on l'entend. C'est après tout ce qu'on enlève chaque année, c'est 300 millions d'euros. Donc déjà, le loto patrimoine ne fera que ramener à peu près à ce qui est voté chaque année pour le projet de loi de finances. Donc premièrement, c'est effectivement très peu. Mais il faut savoir aussi que ces 300 millions, c'est quoi? C'est 3% du budget du ministère de la Culture. 3% du budget du ministère de la Culture est donné pour le patrimoine. Ça ne vous paraît pas... C'est pas beaucoup et vous avez raison, c'est absolument très peu. Donc, quand on dit que... Si on aurait besoin de combien pour justement valoriser, restaurer notre patrimoine? Écoutez, peut-être qu'on peut conserver ces 3%, mais qu'on peut prendre cette solution dont je parlais. Il y a une autre solution qui est avancée aussi, c'est 50 centimes de plus par nuitée sur les taxes de séjour en France. Ça ferait également 200 millions d'euros de manière tout à fait indolore. On pourrait très facilement avoir 400 millions d'euros en plus par an. On rajoute 300 millions qui sont les 300 millions qui sont donnés. Ça ferait 700 millions d'euros. Je peux vous assurer que 700 millions d'euros, le patrimoine en France serait sauvé. Parce que ça a été rappelé, on avait entendu Stéphane Bern s'inquiéter, pousser un vrai coup de gueule, injustement. Il menaçait de jeter l'éponge s'il n'était pas entendu. Il a d'ailleurs remercié les sénateurs pour leur vote hier. Il a raison, Stéphane Bern a raison. Il faut arrêter de mégoter sur le patrimoine qui est une de nos richesses et qui, en fait, rapporte beaucoup d'argent. J'aime pas beaucoup dire ça parce que le patrimoine, d'abord, c'est notre passé, c'est notre histoire, c'est notre culture, mais en plus, c'est rentable. Parce que ça a connu un certain succès, ce loto du patrimoine, avec une nouvelle clientèle qui finalement n'était pas habituée à ces jeux de loto. On a entendu des parlementaires hier le dire, eux-mêmes se sont pris au jeu. Tout le monde a joué, des amis ont joué, des amis qui ne jouent jamais. Moi, j'ai joué, je ne joue pas. C'était une manière de montrer qu'on soutenait le patrimoine, même si, effectivement, quelqu'un a dit « mais pourquoi est-ce qu'on gagne si peu, etc. » Pourquoi si peu va au patrimoine? Parce que si on ne donne pas de l'argent aux joueurs, ils ne joueront pas. Donc c'est obligatoire. Maintenant, ceux qui veulent donner directement peuvent le faire aussi. Oui, alors qu'on rappelle qu'il y avait quand même une liste de sites prioritaires, 250 sites ont été retenus, 18 sites vitrines. Là aussi, c'est une petite goutte d'eau par rapport à nos besoins. C'est tout à fait, c'est une goutte d'eau, effectivement, mais ça, c'est une goutte d'eau utile. Il ne faut pas la négliger. J'ai visité moi-même certains bâtiments, comme par exemple l'Hôtel Dieu de Château-Thierry. Le fait d'avoir cet argent en plus et d'être mis en plus devant les caméras
ça va forcément avoir un effet positif. Les gens vont donner de l'argent, la restauration aura lieu. Mais encore une fois, on travaille par petits bouts. Il faudra avoir une vision d'ensemble. Ce que je regrette, c'est que jusqu'à présent, le ministère de la Culture n'a jamais eu de vision d'ensemble. Enfin, ces dernières années, aucune vision d'ensemble. J'espère que le nouveau ministre pourra prendre ça à bras-le-corps. Et il faudrait surtout que les parlementaires, que le gouvernement, le chef de l'État comprennent que le patrimoine, c'est indispensable. On veut vivre dans quel pays ? Et que les touristes viennent pourquoi ? Ils ne viennent pas pour les voir, ils viennent pour voir le patrimoine. Alors qu'on a entendu la réponse d'Olivier Dussopt, le gouvernement qui a donné un avis défavorable à cet amendement sénatorial. Ça attendra la loi Pacte, nous dit le gouvernement. Elle a lieu. Je ne sais pas quand la loi Pacte aura lieu. C'est un mauvais signe que donne le gouvernement parce que finalement, rien n'empêchait de voter cela, de changer ça, et dans la loi Pacte, de compléter ou de modifier. J'ose espérer que le gouvernement va suivre ce qu'a dit la promesse du président de la République. Ou alors là, je ne comprends plus rien. En tout cas, il est sûr que nous allons regarder ça de très près. Au final, qui sera le grand gagnant de ce loto du patrimoine, l'État ou justement le patrimoine ? En partie le patrimoine. Il est clair que de toute façon, d'avoir fait ce loto du patrimoine a mis tous ces problèmes sur le devant de la scène. On n'en parle pas suffisamment, on en a parlé, j'espère qu'on en reparlera, mais pas chaque année, pas au moment du loto du patrimoine, pas au moment des journées du patrimoine, mais chaque année comme on le fait maintenant. Bien, merci à vous Didier Erickneret d'être venu pour nous expliquer justement les enjeux de ce loto du patrimoine sur le plateau de Public Sénat. On en vient à présent à la mobilisation du gouvernement justement pour essayer d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Vous le savez, des consultations ont débuté ce matin à Matignon avant justement d'accueillir, ce sera demain, les représentants des Gilets jaunes. On va retrouver Jérôme Rabier à Matignon puisque, alors on ira voir Jérôme Rabier dans quelques instants avec le sénateur Jean-François Husson, sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle qui est reçu parmi les parlementaires qui sont donc reçus ce soir à Matignon. Alors vendredi dernier, c'est l'adoption d'un amendement du sénateur Charles Guené qui a mis le feu aux poudres entre le Sénat et le gouvernement. Gérald Darmanin, absent des débats, avait annoncé par un tweet qu'il allait revenir justement sur le vote du Sénat, jugé trop favorable aux élus. Le calme n'a pu revenir qu'après l'annonce d'une seconde délibération, comme nous l'explique Michael Spitzenberg. La bronca et le mea culpa. Gérald Darmanin était attendu de pied ferme par la majorité sénatoriale lors des questions au gouvernement mardi. Sous les huées, le ministre de l'Action et des Comptes publics a fait amende honorable. Il est vrai qu'au lieu de faire des tweets, il vaut mieux dire en face les choses. Vous avez raison. Épilogue d'un psychodrame parlementaire. Vendredi dernier, en pleine discussion sur le budget 2019 au Sénat, le ministre, absent de l'hémicycle, publie un tweet en guise de réponse à l'adoption d'un amendement sur l'imposition des élus locaux. À l'initiative des Républicains, le Sénat vient de voter une augmentation de 125% de la déduction fiscale des élus, qui revient à les exonérer d'impôts jusqu'à 1 500 € par mois sur leurs indemnités. Je m'y opposerai évidemment en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Résultat, la majorité sénatoriale de droite voit rouge et décide de suspendre ses travaux. Sénat paralysé sur la question de la défense des petits élus. C'était une injustice de fait avec le nouveau prélèvement à la source qui fait que les indemnités qui ne sont pas un salaire sont maintenant ou seront maintenant considérées comme s'ajoutant aux revenus de l'individu. Il n'a jamais été dans l'intention du Sénat de faire un cadeau fiscal comme ça à qui que ce soit. On veut corriger une situation qui a été créée par l'anticipation du prélèvement à la source. C'est ça le sujet, il y a un vrai débat, le gouvernement en est d'accord, il y a un sujet, on va le traiter. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout est réglé. Après intervention du Premier ministre Édouard Philippe auprès du président du Sénat Gérard Larcher, la discussion sur le budget 2019 reprend en début de semaine et un accord sur l'amendement polémique est entériné. Fin de l'histoire, ou presque. À la reprise des débats, la droite sénatoriale a tenu à envoyer un message au gouvernement avec un amendement teinté de jaune contre la hausse de la taxe sur le carburant en janvier prochain. Et on continue les réactions avec vous, Tam Tranui, avec le sénateur LR de l'Oise, Jérôme Bascher. Oui, Jérôme Bascher, c'est vous qui avez interrogé le gouvernement mardi autour de ce tweet provocateur de Gérald Darmanin autour du régime fiscal des élus locaux. Déjà, est-ce que vous jugez que le ministre a fait amende honorable ? On peut dire qu'il a fait amende honorable. Ce n'est pas dans ses habitudes que de cela. J'ai d'ailleurs reçu quelques messages de ses amis me disant c'est rare qu'on obtienne un petit mea culpa de Gérald Darmanin. Ce qui était important, c'était de remettre l'église au milieu du village, ou plus exactement, le débat parlementaire au Parlement.
et pas dans les tweets, pas de face à face. Le ministre, c'était sa matière, il devait être là pour répondre. Il a répondu à côté. Vous l'espérez donc, vous l'attendez pour cette seconde délibération qui doit avoir lieu dans les heures qui suivent? Alors c'est quand même cela qui est important, c'est qu'effectivement il va y avoir une deuxième délibération, c'est ça que nous avons obtenu, car notre amendement n'était pas parfait. J'espère qu'il sera là et qu'on pourra s'expliquer calmement, comme il convient au Sénat, comme le dit Gérard Larcher. Effectivement, l'apaisement, ce ne sont pas tellement les excuses de Gérald Darmanin, c'est surtout cette seconde délibération, le fait que le gouvernement cherche un compromis avec le Sénat sur cette question du régime fiscal des élus locaux. Au Sénat, nous sommes très attachés au fond. D'abord. Mais il y a la courtoisie qui convient. Donc nous avons rétabli la courtoisie, travaillons maintenant le fond. Le fond, effectivement, c'est d'améliorer cet amendement. Parce qu'aujourd'hui, il doit toucher les maires de moins de 1000 habitants, et ça c'est bien le cas, mais il touche aussi les autres élus. Et donc c'est ce que le ministre, le gouvernement ne voudrait pas. Donc nous allons travailler. Le ne veut pas non plus. Non, c'était pas du tout notre désir. Un avantage fiscal indu. Alors je vous rassure, c'est juste pourquoi cet amendement et pas un autre d'ores et déjà, c'est que nous avons du mal à trouver la constitutionnalisation du sujet. Il faut que cet amendement passe pour redonner du pouvoir aux maires, pour leur redonner confiance alors qu'ils se sentent délaissés. Mais il faut que ça passe bien et que le Conseil constitutionnel ne le censure pas. D'où l'amendement d'appel. Sur le fond, du coup, les objections du gouvernement étaient plutôt fondées la semaine dernière sur le fond. Mais nous l'avons dit, nous l'avons reconnu. Il n'y a aucun problème, c'était un amendement que je vais qualifier d'ouverture, mais d'un signal important vis-à-vis des maires, car ils sont vraiment beaucoup oubliés. C'est ce que nous avons entendu au Congrès des maires. Alors que pensez-vous de l'attitude du gouvernement aujourd'hui à l'égard des Français, des élus locaux? On sent qu'il y a une volonté du gouvernement d'essayer de retisser le lien et d'apparaître moins déconnecté. Alors effectivement, les députés En Marche n'ont pas vu venir les Gilets jaunes, alors que nous, ça faisait un mois et demi qu'on disait que c'était un problème, d'où notre amendement de suppression. Un an même pour certains. Un an, mais il y a fait un mois et demi qu'on voyait la crise montée réelle du pays, on l'avait donc bien décidé. Il y a une déconnexion vis-à-vis des maires, on l'a vu, les maires n'étaient pas contents de ce congrès, clairement. Donc il y a bien une déconnexion, donc on cherche à revenir au peuple, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on nous dit on va nous écouter, mais d'abord on a puni les gens à coup de fiscalité, on leur a asséné des leçons, et puis on va maintenant leur expliquer comment il faut faire. Alors, on punit d'abord, puis après on explique pourquoi. C'est une façon un peu originale, je trouve, d'approcher les sujets. Bien, merci beaucoup Jérôme Bachelard pour votre réaction. Merci à vous. Merci à vous, Tam. On va continuer sur ce thème avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Nadia Sollogoub. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice centriste de la Nièvre. Également avec nous, Frédéric Marchand. Bonsoir, sénateur La République En Marche du Nord. Bienvenue à vous. Gérard Longuet, bonsoir, sénateur LR de la Meuse. Et puis Henri Cabanel, bonsoir, vous êtes sénateur socialiste de l'Hérault. On va d'abord parler du contexte avant de parler du fond de cet amendement. Nadia Sollogoub, est-ce que le calme est revenu? Les tensions sont retombées entre le Sénat et l'exécutif sur cette question justement de l'indemnisation, de la fiscalisation des indemnités des élus? Le calme était tout de même relatif lors des questions d'actualité au gouvernement cette semaine, puisque M. Darmanin a été un petit peu chahuté par l'auditoire. Bon, me concernant, je voudrais juste faire une toute petite remarque à la marge. Je suis élue d'une petite commune rurale. Je ne comprends pas qu'un ministre puisse procéder par tweet. Par ailleurs, de tweets irrespectueux, enfin, le respect est quand même à remettre au centre du fonctionnement des institutions. Et je dois dire que les conseillers municipaux de Neuvy-sur-Loire se comportent avec beaucoup plus de réserve et de discrétion dans tout ce qui concerne la gestion de la commune. Il a fait un peu amende honorable en séance, Gérald Darmanin? Pas trouvé. J'ai pas remarqué. Ouais. On verra ce soir s'il vient. Frédéric Marchand, ça a été un tweet provocateur de la part de Gérald Darmanin. Il n'aurait pas dû tweeter justement tout en étant absent des débats? Quand on connaît la personnalité de Gérald Darmanin et quand on sait effectivement que pour un jeune homme tel qu'il est aujourd'hui, on est dans une société où le tweet, les réseaux sociaux sont importants. Il suffit de regarder tous les matins le nombre de tweets. D'ailleurs, beaucoup de sénateurs sont sur Twitter et disent beaucoup de choses sur Twitter. Après, effectivement, on lui reproche de ne pas avoir été dans l'hémicycle. C'est un peu une contradiction. C'est-à-dire qu'on reproche au ministre de ne pas être proche des élus. Et Gérald Darmanin était à Tourcoing avec deux autres ministres sur une thématique qui est très importante pour la métropole lilloise, qui est la politique de la ville, au milieu d'élus du versant nord-est qui attendent beaucoup de réponses de la part du gouvernement. Et effectivement, il ne pouvait pas être là. Olivier Dussopt était présent, donc je veux dire, le gouvernement était représenté. Vous espérez sa présence ce soir, Gérard Longuet, au moment de la seconde délibération? Ouais, à tout prendre, ce serait mieux, oui, en effet. Oui.
Et sur justement le contexte, est-ce que c'est apaisé? Est-ce que sa justification, ses excuses? Non, je crois au qu'il y a Sénat, un problème. Il y a un problème avec on suffit à calmer, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, une personnalité très, très combative, très personnelle, un itinéraire un peu mouvementé. Je parle de son itinéraire politique. Et on a parfois le sentiment qu'il en rajoute pour afficher son identité, sa personnalité. Bon, ça lui passera. Hein. Vous pensez qu'il a fait un peu de provocation justement avec le Sénat dès le début du projet de loi de finances? On se souvient, il avait... Avec le Sénat et puis une volonté d'exister à tout prix. Ouais. Le contexte... Plus à son détriment, car c'est clairement à son détriment. Le contexte, Henri Cabanel, est-ce que le calme est revenu pour délibérer une nouvelle fois sur cet amendement de Charles Guené? Oui, je pense que le calme est revenu. En tout cas, il faut qu'il revienne. Mais bon, moi, je voudrais rebondir sur les réseaux sociaux et la façon dont on doit s'exprimer sur ces réseaux sociaux. À mon sens, quand on en abuse, comme en a abusé M. Darmanin, on est en train de galvauder le débat démocratique. Et pour reprendre ce que disait mon collègue tout à l'heure, qu'il recevait des ministres, oui, il les recevait en tant qu'élu local. Mais je pense qu'un ministre, il doit rester dans ses fonctions de ministre, surtout quand on parle du projet de loi de finances, il doit être dans les débats. Qu'on est ministre des comptes publics. En plus. Et on ne doit pas faire l'impasse d'être dans l'hémicycle. Mais c'est vrai que, bon, moi je suis assez surpris par rapport donc aujourd'hui à l'actualité que des élus, qui plus est donc des ministres d'État, soient dans la provocation comme il l'a fait, parce que je rejoins mon collègue, M. Darmanin est quelqu'un de très intelligent et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Et quand il l'a fait, c'était une volonté de provocation. Et je crois qu'elle a réussi et le Sénat a réagi en conséquence. Alors voilà pour le contexte. On va parler maintenant du fond de cet amendement qui pose néanmoins des questions, puisque certains élus ont vu justement avec la mise en place du prélèvement à la source leur imposition augmenter de façon considérable. Le Sénat a donc choisi de trouver une solution par cet amendement de Charles Guené. Mais là aussi, la rédaction était un peu floue et ça a suscité beaucoup de commentaires à l'extérieur. Certains ont eu le sentiment que les parlementaires votaient encore un avantage pour eux, un avantage fiscal, Nadia Sollogoub. Oui, enfin c'est comme ça qu'on leur a présenté les choses. Donc évidemment, on pouvait surfer ou faire le buzz là-dessus. Sur le fond, il faut absolument protéger ces indemnités des élus, en particulier dans les plus petites communes, parce que ces indemnités peuvent être discutées, controversées. Mais nous qui connaissons le terrain, il faut bien comprendre vraiment. Il y a une grosse différence. Il ne faut pas qu'à un endroit où on prend les décisions, on ait une telle ignorance de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Les élus des plus petites communes, ça leur coûte. Alors déjà, les maires ont des petites indemnités. Il y a tous les conseillers municipaux. On rappelle, pour une commune de moins de 500 habitants, c'est 658 €. Pour le maire. Mais il y a les conseillers municipaux qui n'ont pas d'indemnité. Alors, les réunions sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus loin. L'essence coûte de plus en plus cher. Il y a des gens qui travaillent, qui posent des journées peu de travail. Il y a des mamans qui ont des frais de garde d'enfants. Les indemnités ne sont pas du tout un salaire ou un avantage qu'on s'arrange. C'est juste une petite compensation des frais qui sont engagés pour l'exercice du mandat. Donc, il faut absolument faire en sorte qu'au moins ça coûte le moins possible aux élus. Et j'irai même plus loin, bien souvent, puisque les élus des petites communes savent que c'est pris dans la caisse de leur commune. Soit ils les touchent pas, soit ils les prennent. Mais combien il y a d'élus qui me disent, moi, avec mes petites indemnités, je paye le pot de fin d'année, je remets ça dans la caisse de l'école, je paye les livres des gamins en fin d'année et les bouquets de fleurs, et voilà. Donc vraiment, là, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de ce qui se passe, parce que c'est irrespectueux pour tous ces gens qui font des missions extraordinaires. Frédéric Marchand, il faut revenir sur cette question et trouver un compromis en ce qui concerne cette fiscalisation des indemnités des élus. Je crois qu'au-delà de la question de la seule fiscalisation des élus, il faut remettre sur la table un chantier ou un livre qu'on a toujours ouvert mais sur lequel on n'a jamais travaillé, qui est le statut de l'élu. On est aujourd'hui, on l'a vu ce matin avec Nadia dans le cadre de la mission présidée par Hervé Moret sur la sécurité des ponts, on est dans un monde où la technicité est de plus en plus demandée par rapport à des élus locaux qui sont de plus en plus démunis
face aux difficultés du quotidien, face aux exigences de plus en plus fortes de la part de nos concitoyens. Et je pense que le moment est venu, en tout cas Sébastien Lecornu l'a évoqué, le moment est venu de se poser les bonnes questions pour faire en sorte que les élus locaux, pour lesquels c'est un véritable sacerdoce que d'être aujourd'hui élu local, notamment dans une petite commune, puissent bénéficier d'une formation, d'un encadrement financier, d'assurance quant à la suite. La question est posée, on n'y a jamais répondu, mais je pense qu'il est temps d'y répondre. Gérard Langlais, ça peut se faire justement par cet amendement de répondre en partie à cette question du statut de l'élu ? Non, je crois que l'amendement a pour objet de ne pas dégrader la compensation financière dont bénéficiaient les élus. Mais ce que dit mon collègue est parfaitement vrai. Alors, le livre a été souvent ouvert, il n'a jamais été traité. Pourquoi ? Parce que le sujet est considérable et les sommes en jeu par ce bénévolat. 36 000 maires, près de 400 000 élus locaux, un bénévolat de tous les instants, parce que vous avez tout à fait raison de le dire, depuis le fleurissement des villages jusqu'à la participation à des réunions qui ne sont pas statutaires, c'est en permanence, c'est un mi-temps, c'est un temps complet, c'est un temps et demi pour ces élus locaux. Et il n'y a pas de limite. C'est pour ça que l'observation de Darmanin était très mal ressentie par nos collègues sénateurs, parce qu'il y avait de la mesquinerie à l'égard d'élus de terrain dont on connaît la générosité et l'engagement, quelle que soit leur conviction politique, l'engagement au service de leurs compatriotes. Il faut réécrire cet amendement, puisque dans la rédaction actuelle, ça aurait pu concerner les élus des grandes villes, Henri Cabanel. Oui, mais moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit mon collègue. Il faut prendre les choses par rapport donc au véritable statut de l'élu. Parce qu'aujourd'hui, quand on rencontre les maires, c'est la première des choses qu'ils mettent en avant. Je rappelle que depuis 2014, dans cette mandature, il y a eu 55% de plus de démissions de maires, ce qui prouve effectivement qu'il y a un gros problème. Mais il y a des gens qui ont travaillé. Moi, ici, j'ai déposé 2 propositions de loi du statut de l'élu, justement, où on parle à la fois des droits, mais je crois que par rapport à la situation actuelle et la défiance qu'il y a entre les citoyens et les élus, il faut parler du statut de l'élu à travers des droits et des devoirs. Et moi, je pense que c'est un travail de base que l'on a mis en place, qui a été co-signé par quelques-uns de mes collègues, mais même mon groupe ne le veut pas. Mais je pense qu'il faut réellement se pencher sur la question, même si c'est complexe, c'est de notre devoir. C'est coûteux, surtout. C'est coûteux, mais c'est de notre devoir de réfléchir là-dessus pour qu'on soit clairement compris par les citoyens et surtout qu'on soutienne les élus locaux parce que les maires des petites communes, vous le savez mieux que quiconque, mais c'est même pas un temps complet. C'est 24 heures sur 24, même le dimanche. Et quand il y a des problèmes climatiques, comme chez moi, il n'y a pas longtemps, sur des inondations, quand il y a la neige quelque part, ce sont les premiers à prendre la pelle et à déneiger. Et quand il y a donc des problèmes matériels ou humains, ce sont eux qui sont immédiatement sur place et devant la scène. Donc, je pense qu'au-delà de ça, il faut faire comprendre aux citoyens que la tâche d'élu n'est pas facile, que ce soit dans des petites communes encore plus, et qu'il faut qu'ils comprennent les responsabilités qu'ils ont et le temps que ça leur prend, à la fois sur leur vie professionnelle et beaucoup sur leur vie privée. Vous aviez été alerté aussi par certains élus de cette possible augmentation justement de leur imposition en raison de la mise en place du prélèvement à la source, Henri Cabanel et Nadia Sollogoub ? On est alerté par rapport donc aux faibles indemnités qu'ils perçoivent. Comme l'a dit ma collègue, l'engagement citoyen qu'ils font au quotidien, même s'ils, pour la plupart d'entre eux, ne veulent absolument pas gagner de l'argent, mais ils veulent surtout pas en perdre. Et moi, je vais vous donner l'exemple donc d'une maire de mon département, présidente donc des maires ruraux du département de l'Hérault, qui s'est mise à mi-temps. L'indemnité qu'elle perçoit ne compense pas le mi-temps, mais elle dit c'est un choix. Sauf que pour la retraite, là, elle va avoir un gros souci. Et je pense que l'État doit prendre en compte cet engagement citoyen pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir exercer un jour un mandat.
D'autant plus que l'État multiplie la mobilisation des élus locaux. Les réunions, les convocations, les rencontres obligatoires qui sont souvent très loin avec des kilomètres à parcourir, c'est pour les élus locaux. Et lorsqu'il y a une difficulté, en effet, ces problèmes d'intempéries, d'insécurité, l'État se retourne vers les élus locaux. Alors, il y a un moment, il faudrait quand même prendre en considération les efforts faits. C'est vrai que beaucoup d'élus, les élus qui travaillent renouvelent rarement. On a de plus en plus de retraités, de jeunes retraités. On est jeunes à 60 ans et à 70, j'en suis convaincu. Mais aujourd'hui, la sociologie du maire a complètement changé. Le notable qui cumulait pharmacien, médecin, agriculteur avec un mandat de maire tente à disparaître. Et nous avons des enseignants, des fonctionnaires, des gens de l'EDF, des gens du service public qui repiquent, toutes convictions confondues, qui repiquent, pour les petites communes, je parle, pour un mandat local. Ils font rarement plus de 2 mandats parce que c'est simplement épuisant. Il ne faut pas les décourager justement avec C'est une richesse. Oui. Je vais vous dire, c'est une formidable richesse parce que ce sont des gens d'expérience qui ont vu autre chose que leur commune et qui souvent font vivre leur commune. Avec aussi un phénomène qu'on a noté dans le cadre des auditions, notamment qu'on a ces temps-ci sur la loi d'orientation sur les mobilités. Moi, j'entendais hier l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux de France qui disaient que parmi les éléments de découragement aujourd'hui des petits élus, la loi NOTRe et ses conséquences étaient aussi citées. Les kilomètres. De manière très très négative et mal vécue. Il ne faut surtout pas dire de petits élus. Les élus de non, petites des élus communes. de petites communes, pardon. Il n'y a pas de c'est petits. important. Pour moi. Nadia Sollogoub, il faut donc ne pas les décourager, justement, ces élus, par une fiscalité excessive, et pour autant, ils doivent payer l'impôt sur le revenu aussi. Alors oui, ça c'est quand même très ambigu, parce que ce sont bien des indemnités pour compenser des frais. Alors c'est un petit peu curieux de se faire... de taxer sur des indemnités qui compensent des frais. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les responsabilités et les inondations. En effet, non seulement on est debout toute la nuit quand il y a des inondations. Moi, j'ai une commune qui a été inondée en 2016. Donc pendant 3 jours, on a écopé, on a aidé les gens, on a veillé à ce que personne se noie. Et le 4e jour au matin, à 8h, j'ai été entendue en gendarmerie pour savoir dans quelle mesure j'avais bien pris toutes les mesures préventives pour éviter les inondations sur ma commune. Donc c'est très dissuasif. Beaucoup plus que cette notion éventuellement de compensation des frais, parce qu'il y en a qui arrivent à avoir tellement la foi que ma foi est bon. Et ceci dit, vous parliez des professions qui peuvent s'engager. Il ne faut surtout pas être ni profession, enfin les professions libérales ça passe, mais les commerçants, les artisans, ils se présentent surtout pas. Voilà. Donc il y a déjà pas mal qui peuvent pas le faire. Vous savez, quand vous avez un salarié qui vous dit, Monsieur le sénateur, oui, je viens vous voir, j'ai pris ma demi-journée. Moi, je fais le petit calcul. Je me dis, voilà quelqu'un qui va perdre, pour me voir, qui va perdre 100 euros, 150 euros. C'est un vrai sacrifice. Alors, si on revient à l'amendement qui sera soumis une seconde fois au vote des sénateurs ce soir, Frédéric Marchand, sur quel compromis va partir le gouvernement, justement, pour pouvoir apaiser la situation ? Moi, j'ai entendu... Et je pense que mes collègues ont entendu la même chose, que la volonté affichée du gouvernement était de faire en sorte, par rapport aux élus des petites communes notamment, qu'on puisse les encourager, surtout pas les décourager, d'où la nécessité de revoir cet amendement pour vraiment bien fixer les choses et faire en sorte que échappent au champ de cet amendement les présidents de département, les présidents de région, les maires et élus de grandes villes. Ils n'ont pas besoin de cet amendement, Henri Cabanel. Oui, moi je pense que c'est plus logique d'aider les élus des petites communes que effectivement des présidents de départements, de régions ou de grandes communes. Mais je pense que par rapport à la réponse qu'a fait M. Darmanin lors des questions au gouvernement mardi dernier, je pense qu'il est enclin de pouvoir comprendre la demande qui a été faite et je pense qu'ils sont prêts à faire un geste. Nadia Sollogoub, c'est vrai qu'il y avait eu cette suspension de séance, ça a duré 48 heures quand même au Sénat avec Gérard Larcher qui demandait à ce que ce tweet soit retiré. Édouard Philippe a envoyé une lettre au président du Sénat pour apaiser les choses. Vous pensez justement que le gouvernement va aller dans le bon sens ce soir ? Alors bravo au président du Sénat, vraiment, déjà j'ai beaucoup de respect pour lui, mais là j'en ai encore plus, son attitude a été absolument parfaite. Bon, maintenant que l'amendement soit modulé, parce que évidemment cette mesure n'a été pas faite, on est tous parfaitement d'accord pour venir apporter un avantage supplémentaire à des gens qui n'en ont peut-être pas besoin, c'est une bonne chose. Par contre, sur le contexte qui est très malvenu, en fait, c'est que les élus
des communes les plus petites se demandent quel est leur avenir justement avec les réorganisations territoriales, et la question qui sous-tend tout ça, c'est de savoir si on veut les faire disparaître, parce qu'on nous explique quand même assez régulièrement que la solution à tous nos problèmes de petites communes, c'est de nous regrouper dans des gros paquets, c'est-à-dire que de Paris on nous explique qu'on va faire des paquets de 5000 et puis ça ira beaucoup mieux, tout le monde sera beaucoup plus riche, et je pense qu'on méconnaît totalement justement les milliers d'heures de bénévolat, et je m'interroge constamment savoir par qui on va remplacer tous ces bénévoles qu'on accuse de coûter très cher, et on va payer des gens pour faire le travail à leur place. Donc voilà, c'est ça. Beaucoup. Oui. Alors c'est pour ça ça sous-tend, parce qu'il y a beaucoup d'élus de petites communes qui disent mais oui, on va pas se représenter parce que de toute manière le but c'est de nous faire disparaître. On fait un espèce de élu maire bashing là où on nous accuse de tous les maux. Alors si c'est ça, il faut le dire carrément. Mais par contre, on fait une énorme bêtise. C'est la démocratie qui est en danger là. Et on n'a jamais fait. Et la démocratie de proximité. Et on n'a jamais fait un riche. Est vraiment. On n'a jamais fait un riche en additionnant deux pauvres. Alors le calcul est vraiment très mauvais. Oui, c'est vrai que Gérald Darmanin a été accusé d'avoir été à l'origine de cette campagne Balance ton maire, où certains ont dénoncé les élus qui avaient augmenté la taxe d'habitation. Le maire vient sinon de lui-même, de son environnement. En tous les cas, il ne l'a pas démenti. C'était franchement maladroit, c'est injurieux. Si vous voulez. Et les gens qui sont mal élevés, si vous voulez. Voilà. Et on les changera pas. Leur mère ne s'est pas occupée d'eux. Je ne serais pas aussi catégorique, et moi je trouve qu'en matière de fiscalité, la transparence est la bienvenue. Donc, ce sont des données qui sont publiques. Aussi autour justement de ces indemnités des élus. Vous avez tout à fait raison, chers collègues. On indemnise des revenus qui ne sont pas là et des frais qui sont engagés. Alors évidemment, on peut rentrer pour savoir à tout moment si les kilomètres en voiture, si le sandwich pris avec une bière est professionnel ou pas professionnel. Enfin, qu'on foute un peu la paix aux gens. Je vous rappelle qu'on a le même problème avec les sapeurs-pompiers, avec tous les bénévoles qui sont de plus en plus, soit par notre réglementation de précaution, soit par des directives européennes qui ne comprennent pas et qui n'intègrent pas le bénévolat, sont de plus en plus découragés de donner du temps. Et, en effet, vous avez dit deux richesses ne font pas, deux pauvretés ne font pas une richesse. C'est aussi de la représentation collective des Français qui ont parfois l'image aussi de ces élus trop peut-être rémunérés. Ah ben ça, c'est une image qui est communément répandue et dont certains usent et abusent. Et donc c'est vrai que moi qui ai été maire d'une commune de 18 000 habitants, avec une indemnité qui était somme toute correcte, mais effectivement qui ne couvrait pas forcément les frais que je pouvais engager, il m'arrivait souvent d'entendre mes concitoyens avoir cette défiance de l'élu et considérer que l'élu est toujours trop payé. De toute façon, c'est typiquement français, certains diront c'est typiquement gaulois, les élus sont trop payés, on paye trop d'impôts. Il y a des trucs invraisemblables. Pardonnez-moi de vous couper, mais je sors d'une administration à Paris où j'ai été faire une démarche et très gentiment, l'hôtesse me raccompagne vers la sortie et me dit « Où est votre chauffeur ?» Je lui dis « Mon chauffeur, il est là en désignant la bouche de métro. » Et parce que les gens sont persuadés que nous avons des chauffeurs en tant que parlementaires. Quand vous êtes sur le marché le samedi matin et que vous faites vos courses, effectivement, moi, il m'arrivait d'entendre, ça me faisait sourire, mais monsieur le maire, vous faites vos courses ? Non, voilà, il y a une image aujourd'hui sur laquelle on doit travailler, sur laquelle on doit communiquer. Je pense que les uns et les autres font des efforts. Et c'est là qu'est aussi, je veux dire, le rôle essentiel et important des élus de petites communes qui sont vraiment dans cette proximité. Cette proximité qui font que pour les habitants des communes qui y habitent, ce sont vraiment des références importantes. Je pense que le problème de l'indemnité vue des citoyens, c'est la défiance qu'ont les citoyens vis-à-vis des élus. Tous les élus. Parce qu'au départ, ça touchait plus particulièrement... les élus locaux, quand même. Au départ, ça touchait plus particulièrement les élus nationaux, mais on sent très bien quand même que ça vient petit à petit vers les élus locaux. Et à un moment donné, il faut expliquer aux citoyens quel est le véritable rôle de l'élu local, notamment dans les petites communes, puisque aujourd'hui, à travers donc les intercommunalités, certains maires de petites communes avec des indemnités somme toute modestes sont obligés de faire 1h30 de voiture, parce que l'intercommunalité, quand même, en temps est chronophage, demande énormément de réunions, donc ils sont sans cesse à se déplacer, et donc forcément, comme je le disais tout à l'heure, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Mais il ne faut pas qu'ils en perdent non plus. Donc à un moment donné, voilà, il faut qu'on essaye de
redorer cette image-là et le rôle qu'ils remplissent au quotidien, parce que les citoyens ne sont pas conscients du rôle qu'ils remplissent au quotidien. Il faut aussi de la transparence pour regagner cette confiance. Et puis des indemnités, pourquoi faire ? C'est là que ça peut être mal compris, parce que d'avoir des indemnités pour juste aller au restaurant, évidemment, ça passe pas très bien. Mais si c'est pour être sur le terrain à défendre au quotidien nos territoires, je pense que c'est pas le même combat. Bien, merci à vous Nadia Sollogoub, merci Henri Cabanel, merci Gérard Longuet, merci Frédéric Marchand. Donc la seconde délibération, ça sera ce soir dans l'hémicycle. Avant de se quitter, justement, on va retrouver Alexandre Poussard. Vous le savez, il suit pour nous les débats depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Et on a parlé, Alexandre, de la fameuse DGF dans le cadre de l'examen justement du budget dédié aux collectivités territoriales. Et oui Delphine, les sénateurs débattaient des dotations versées par l'État aux collectivités territoriales. C'est un thème qui est très cher au Sénat, puisque c'est la Chambre qui représente ces collectivités. Et les sénateurs de gauche ont demandé une hausse de la DGF, de la dotation globale de fonctionnement, qui est l'une des principales dotations versées à ces collectivités. Et après plusieurs années de baisse de la DGF sous le gouvernement socialiste, cette DGF est stabilisée à 27 milliards d'euros. Mais en contrepartie, l'État va demander aux plus grandes collectivités de conclure un contrat pour limiter la hausse de leurs dépenses et réaliser ainsi une économie de 13 milliards d'euros. Alors au final, la droite et le centre du Sénat n'ont pas voté cette hausse de la dotation globale de fonctionnement. Et le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier, était presque désolé devant les sénateurs de gauche, car tout simplement, cette mesure coûterait trop cher aux finances publiques. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions. Et puis on va retourner à Matignon. Vous le savez, Édouard Philippe a entamé ce matin les consultations pour apaiser la situation avec les Gilets jaunes. Une délégation sera d'ailleurs reçue demain. Alors ce soir, c'était au tour des parlementaires et des sénateurs d'être reçus. Et Jérôme Rabier, vous êtes justement avec Jean-François Husson, sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle. Oui, avec Jean-François Husson, qui est l'un des 7 parlementaires qui va être reçu dans quelques instants par le Premier ministre. Alors déjà, sur la méthode, Jean-François Husson, est-ce que cette concertation, pour finalement préparer cette grande consultation des Français, est-ce que vous saluez le changement de méthode ? Écoutez, la situation, je pense, c'est d'abord, elle est difficile pour le pays. Le gouvernement, finalement, aujourd'hui, est un peu dans une situation, il s'est mis tout seul dans une situation de blocage. Donc, de changer de pied et de proposer une nouvelle méthode, je ne peux que saluer l'initiative. À titre personnel, je me suis rendu disponible parce que je pense que l'enjeu dépasse nos personnes et nos responsabilités. Mais par contre, il va falloir donner des gages. À l'image des élus locaux, ce matin, certains réclamaient un moratoire sur cette hausse de la taxation des carburants. Vous aussi, vous avez demandé un geste au Premier ministre ? Écoutez, ce que j'ai entendu mardi me fait craindre le pire. Le président de la République s'exprime devant un parterre d'élus et de responsables avec un bandeau derrière lui qui dit « changeons ensemble ». Or, il dit « je ne change pas d'avis, il ne faut pas changer la vérité et je ne change pas de cap ». C'est complètement contradictoire. Donc évidemment, il faut partir sur des bases ouvertes et il faut poser les armes. Et poser les armes, ça veut dire effectivement, notamment, annuler ce que le gouvernement envisage, et notamment la nouvelle très forte augmentation sur les taxes, après une année 2018 où ça a déjà fait mal. Je crois que si on veut engager une discussion, il faut ouvrir le dialogue. Et pour l'ouvrir, il faut l'ouvrir de manière posée. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, me semble-t-il, enfin le gouvernement, dans ce cas-là, s'expose au pire. On ne peut pas aller en disant, dans un instant de dialogue, je ne change rien. Vous n'avez qu'à d'abord subir. Finalement, c'est de l'écologie avec une fiscalité punitive. Ça n'est pas aujourd'hui acceptable. Et vous dites, ça, il faut un geste avant, finalement, une grande concertation dans le pays avec tous les Français qui pourront y participer. Écoutez, les choses sont simples. Quand on engage une concertation et qu'on change de méthode, je l'ai dit, on pose les armes. Et donc, le premier objectif, c'est de dire, on entend la protestation, l'exaspération, la contestation, on a besoin d'aller plus loin. Parce que ça n'est peut-être pas qu'un problème de fiscalité sur les carburants. Finalement, c'est un abcès qui révèle bien d'autres difficultés, bien d'autres souffrances. Le président de la République l'a dit, les ministres le disent, mais si on le dit, aujourd'hui, il faut agir. Donc derrière les paroles, il faut des actes. Et les actes, c'est d'abord également de changer. Il faut quitter le costume, il faut arrêter d'être raide, droit et rigide. Il faut être souple et ouvert.
Merci beaucoup Jean-François Husson d'avoir répondu à nos questions juste avant votre rencontre avec le Premier ministre. Merci à vous, Jérôme Rabier. Et puis avant de se quitter, cette dernière information, l'administrateur du Sénat soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du Nord, on vient de l'apprendre, va être présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.